Salut à tous, comment on se retrouve? Moi je suis super content de vous retrouver. Donc vendredi dernier on a terminé le dernier épisode de notre série. Mais je voulais réaliser cet épisode pour vous faire un petit bilan de ce qu'on a pu voir durant les 9 premiers épisodes. Et puis surtout, pour la première fois, vous apporter un peu ma valeur ajoutée et vous donner un peu mon point de vue pour la suite de l'équipe de France et des prochaines compétitions. Donc voilà, c'est parti, épisode numéro 10. Semifinales, pero el primer gol que Brasil concedió en el torneo tuvo que ser de Diego Fontaine. En retrait pour Giresse, en retrait pour Giresse. Voilà, oui. C'est peut-être pour représenter qui prend Au maximum, peut-être. C'est parti. La minute maillot, je pense que vous l'avez vu. En plus, elle est en relation avec le numéro de la vidéo, le numéro 10. Donc du coup, c'est le maillot de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2018, qu'elle a porté durant la Coupe du Monde 2018. Floqué du numéro 10 de Kylian Mbappé. Donc comme vous le voyez, il n'a pas encore la deuxième étoile, mais qui sait, peut-être qu'on me l'offrira bientôt, je verrai. Et puis alors la petite histoire de ce maillot, c'est qu'on avait on avait réalisé une grosse commande durant l'été pour que tous mes amis aient le maillot. Et donc de mon côté, j'avais commandé 3 maillots blancs, donc un maillot pour mon petit frère qui était floqué Kipembe et un maillot pour ma copine qui était floqué Pogba numéro 6. Et moi évidemment je me suis gardé le numéro 10, floqué de Mbappé, un joueur que j'apprécie énormément. Mon numéro préféré normalement est le numéro 20, mais il me semble, vous me corrigerez si je dis une bêtise, que le numéro 20 durant ce mondial était Florent Thauvin. C'est pas un joueur que je déteste, mais c'est un Marseillais. C'est d'ailleurs un joueur que j'apprécie plutôt, mais bon. Et puis surtout que c'était pas forcément le joueur qui allait faire la différence sur cette Coupe du Monde. En tout cas, voilà pour la minute maillot, on est parti pour l'épisode numéro 10. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la fin, on arrive au bout de l'histoire de l'équipe de France jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis super content de l'avoir fait, c'était un petit challenge et surtout, j'ai pu revoir et apprendre plein de choses. Si vous devez retenir, donc du coup, on peut des dates clés et surtout 4 générations qui ont marqué l'histoire de l'équipe de France. Donc on peut parler de la génération Copa Fontaine pour la Coupe du Monde 58 et le record de Fontaine qui tient toujours aujourd'hui, du record de nombre de buts dans une seule Coupe du Monde. On pensera également à la génération Platini et ce carré magique, avec Giresse, Tigana, Luis Fernandez, Gengini. Donc vraiment une génération qui a marqué, l'épisode était assez long et je pense que vous l'avez compris, je vous l'ai assez rabâché, mais qui a marqué le football mondial, avec des clubs qui se sont inspirés de ce jeu prôné par Michel Hidalgo, qui a remporté le premier titre majeur de l'équipe de France, l'Euro 84 en France. Après on passe à la 3e génération, donc la génération de Zidane, de Deschamps, qui va remporter la première Coupe du Monde de l'équipe de France en 98 chez elle, et réaliser le doublé 2 ans plus tard, donc avec l'Euro 2000. Et puis en réalisant une superbe Coupe du Monde, donc là plutôt Zidane et une autre génération, mais en 2006 une superbe Coupe du Monde avec des matchs historiques qu'elle échouera effectivement en finale. Et puis la dernière génération, celle qui arrive, celle de Didier Deschamps, qui a commencé en 2014 avec cette Coupe du Monde au Brésil, encourageante, et puis l'Euro 2016, perdu en finale contre le Portugal, mais qui avait été réussi, et ce titre mondial en 2018 avec ce maillot, pour la génération de Mbappé, Griezmann, Varane, Pogba, vraiment une belle génération. Et à présent, quelle est la suite? Donc après la Coupe du Monde 2018, la France s'est lancée dans les qualifications pour l'Euro 2020. L'Euro 2020 qui va être un Euro qui va être organisé dans toute l'Europe. Je ne sais pas si vous avez vu ce nouveau concept avec différentes villes et pays qui vont accueillir les phases de groupe, etc., etc. Il y avait 2 solutions pour se qualifier à cet Euro. Donc une nouvelle formule des matchs amicaux, là, ce petit tournoi de matchs amicaux que la France a malheureusement échoué, mais donc du coup elle a pu se qualifier par la méthode classique de groupe. Sauf que la France a tiré un groupe pas facile avec le Portugal, donc les champions d'Europe en titre, les champions d'Europe 2016, et l'Allemagne qui avait gagné la Coupe du Monde 2014, qui s'est foirée sur la Coupe du Monde 2018, on parle de malédiction du champion
mais qui va revenir avec une belle génération. Donc la France n'a pas un groupe facile, et le dernier sera un club qui n'a pas encore effectué ses barrages. Mais la France, elle est rentrée dans cet Euro 2020 dans un groupe pas facile. Maintenant, c'est aussi à elle d'assumer son statut de championne du monde. Elle a aussi une génération extraordinaire. Et on va voir un petit peu les joueurs qui la composent et les générations qui vont être amenées à rejoindre cette équipe de France. Donc, selon mon point de vue, cette équipe de France a tout pour réussir car elle a vraiment une génération dorée. Si on parle au niveau du gardien, Lloris tient la corde et va sûrement être titulaire durant de longues années, sauf catastrophe. En défense, on a la petite surprise de la Coupe du Monde, mais Benjamin Pavard, qui cette année, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, s'est vraiment imposé dans le Bayern Munich et joue tous les matchs et est un élément clé. La défense centrale est assez énorme avec le jeune, maintenant il commence à accumuler des années d'expérience, mais Varane qui joue au Real Madrid. Et puis à gauche, on a soit l'anglais qui à présent s'est imposé à la place de Umtiti au Barça, mais donc l'anglais Umtiti, c'est pas moche. Et au poste derrière gauche, il y a plusieurs solutions. Il y a Ferland Mendy qui s'impose au Real Madrid. Il y a Benjamin Mendy qui est inconstant mais qui a un bon niveau avec Manchester City. Nous avons Lucas Hernandez, le dernier titulaire, qui lui a eu une année plus compliquée avec le Bayern, mais c'est toujours une valeur sûre. Au milieu, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Blaise Matuidi, qu'on oublie toujours, qu'on pense toujours qu'il va être remplaçant, mais qui arrive toujours à se maintenir dans le 11. Et puis en attaque, donc Mbappé et Griezmann sont les leaders d'attaque de cette équipe, et ce poste de numéro 9 toujours un peu problématique, car Giroud, qu'on n'aime pas, on n'est pas là pour le juger, mais on va dire qu'il a toujours réalisé des bons matchs avec l'équipe de France dans le rôle qu'on lui donne, un rôle parfois ingrat de premier défenseur. C'est la personne aussi qui va jouer en pivot, qui va aller chercher les ballons un peu compliqués, qui se bat sur chaque ballon. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative, sachant que Benzema, on a évoqué son cas, et il est brouillé avec Deschamps, il ne reviendra pas tout de suite. Lacazette a du mal à confirmer avec Arsenal chaque année, même si moi c'est un joueur que j'adore. Il y a Martial aussi avec Manchester United qui fait une bonne saison, mais qui est toujours inconstant. Il y a Alassane Plea en Allemagne. Il y a plusieurs profils qui peuvent être amenés. Ben Yedder avec Monaco, des profils intéressants, mais aujourd'hui on sent que Deschamps s'appuie sur son Olivier Giroud. Donc l'ossature était assez claire pour cet Euro 2020, mais ceci dit, Deschamps a eu la chance, entre guillemets, de voir cet Euro reporté, parce que cette année, il y a eu beaucoup de blessures pour nos joueurs, que ce soit Lloris qui s'est longtemps blessé, Umtiti, donc Lucas Hernandez n'a quasiment pas joué de la saison, Pogba n'a quasiment pas joué de la saison, N'Golo Kanté est blessé, Griezmann est on peut dire en méfort, mais a du mal à s'adapter avec le Barça. Giroud a très peu joué. Il y avait beaucoup de blessures, et donc du coup c'était peut-être l'année entre guillemets pour décaler une compétition. Mais moi j'espère et je vois qu'un bon futur pour l'équipe de France, avec cette génération jeune, cette génération qui a cette envie de gagner, comme Pogba, des vrais leaders, avec Mbappé, avec Varane. On sent que cette génération a de l'avenir, et elle pourra peut-être, comme on l'a vu dans cette génération, se tromper sur l'Euro, se tromper sur le prochain Coupe du Monde, mais il y a encore un vivier et surtout un avenir qui est radieux. Surtout que cette année 2020, qui sera reportée du coup en 2021, mais comme en 84, la France avait des chances potentielles de faire un doublé Euro et Jeux Olympiques, car ça faisait longtemps que l'équipe de jeunes ne s'était pas qualifiée, avec de nombreuses mésaventures, mais pour une fois et depuis longtemps, la France était qualifiée pour les Jeux Olympiques. Donc durant le même été, on aurait pu avoir une France championne d'Europe et une France qui aurait été loin dans les Jeux Olympiques, avec Mbappé qui aimerait faire ce doublé et participer avec la France olympique. Donc, comme on l'a vu au niveau des générations, on sent que le futur est plutôt radieux pour l'équipe de France. Le seul petit bémol qu'on pourrait mettre avec l'équipe de France actuelle, c'est la qualité de son jeu. On sait que Deschamps est plutôt un entraîneur pragmatique qui se base sur le résultat et non pas forcément sur le contenu. Alors qu'on sent qu'il y a également des joueurs qui peuvent créer du jeu, qui peuvent dominer, qui peuvent essayer de dominer les matchs de par la possession, de par des belles actions. Et c'est peut-être ça aussi qu'on attend de Deschamps. Alors avec Deschamps, on ne l'aura peut-être pas,
mais dans le futur, on sent qu'il y a aussi un entraîneur qui évidemment à terme va intégrer l'équipe de France, ça c'est Zinedine Zidane. Un jour ou l'autre, sa carrière fera qu'il entraînera l'équipe de France, et c'est ce qu'on attend un petit peu plus de cette génération, c'est qu'au niveau des résultats, elle vient d'être championne du monde, on attend évidemment qu'elle confirme dans les prochaines compétitions, mais on aimerait beaucoup que dans le jeu, on s'amuse un peu plus. C'est vrai qu'on ne prend pas forcément énormément de plaisir à voir l'équipe de France évoluer. Moi j'ai pris énormément de plaisir contre l'Argentine, évidemment, mais c'est peut-être plutôt le scénario du match, plus que par les envies de jeu de l'équipe de France, mais contre l'Uruguay, c'était pas un match extraordinaire. Contre la Belgique, loin d'être extraordinaire. Contre la Croatie, c'était pas non plus extraordinaire. La France a du mal à dominer ses rencontres ou à imposer son jeu, et elle aime plutôt subir et procéder en contre-attaque, ce qui est un style de jeu totalement entendable, mais qui n'est pas forcément le style de jeu qui nous ravit, nos supporters, et donc c'est peut-être le seul petit bémol qu'on pourrait faire. Donc voilà, c'est la fin de cette série, l'histoire de l'équipe de France, c'est terminé. Qui sait, peut-être dans 2 ou 4 ans, j'aurai quelque chose à ajouter, mais pour l'instant, on finit avec cette série. On va se concentrer sur d'autres petits sujets, vous allez voir très vite les nouveaux projets de la chaîne. En tout cas, je vous attends très bientôt pour les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à réagir ou à aimer les vidéos sur l'histoire de l'équipe de France, pour mon premier gros projet. Allez, salut l'équipe!